Messieurs, il n'y a pas de crime plus affreux, plus délibéré, plus honteux que l'empoisonnement. C'est un geste nourri dans les plus sombres recoins du cœur humain. Car il n'y a pas de mort plus horrible, plus douloureuse que celle dont a souffert le mari de l'accusée, Béatrice Chapdelaine. L'empoisonnement à l'arsenic. Votre honneur, pourriez-vous avertir mon savant confrère que la plaidoirie, c'est après le procès? Nous allons prouver sans l'ombre d'un doute que la prévenue Béatrice Chapdelaine a sciemment, avec froideur et calcul, assassiné son mari, Luigi Chapdelaine, en lui administrant du poison. Et l'a par la suite regardé mourir dans des souffrances atroces, sans l'ombre d'un remords. Ce n'est pas avec ce genre de déclaration que vous allez prouver votre cause. Messieurs les avocats, on est au début du procès. Vous allez me dispenser de ce ton belliqueux. Maître Lazur, à moins que Maître Rivard n'ait une déclaration à faire, introduisez donc votre premier témoin. Docteur Fontaine, avez-vous fait l'autopsie du cadavre de nommé Luigi Chapdelaine à la morgue de Sherbrooke le 8 mars 1932? Et voulez-vous nous faire part de vos conclusions? J'ai tout lieu de croire que Luigi Chapdelaine est mort des suites d'un empoisonnement à l'arsenic, quoique les analyses médicales aient été inconclusives suite à la longue agonie de la victime, qui a fait disparaître toutes les traces d'arsenic. Il n'y a cependant aucun doute dans votre esprit qu'il s'agit bien d'un empoisonnement à l'arsenic. Ce n'est pas un doute, mais une forte présomption basée sur mon expérience. Il s'agit ici d'un cas d'empoisonnement par A-R-S-E-N-I-C, arsenic. Docteur Lemieux, connaissez-vous un nommé Gédéon Bernard, frère de l'accusé? Je suis vétérinaire et député du comté. Je connais tout le monde. Est-ce qu'il est allé chez vous pour acheter des remèdes, entre autres du poison? Oui. Pour quelle raison est-ce qu'il allait chercher ça? Le savez-vous? Il m'a dit que c'était pour donner à ses chevaux. Et quel poison était-ce? De l'arsenic. Plus de questions. Est-ce que c'est habituel pour les cultivateurs de traiter leurs chevaux malades à l'arsenic? Pour ma clientèle, c'est l'habitude. Monsieur Chapdelaine, vous êtes le frère de Luigi Chapdelaine qui est mort à l'hôpital, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Vous êtes donc le beau-frère de l'accusé. C'est bien ça. Avant sa mort, vous êtes allé voir votre frère à plusieurs reprises. Je crois bien, oui. 4-5 fois. Là, en présence de l'accusé, a-t-il parlé de sa mort ou de la cause de sa mort? Il a dit que c'est elle qui l'avait empoisonné. Il l'a montré, il l'a nommé, puis il a dit fais l'avouer tout de suite, parce que quand je vais être mort, elle ne voudra pas avouer. Quand votre frère l'accusait de cette façon-là, quelle attitude avait-elle? Elle riait. Arrête de dire ça, tu vas me causer du trouble. C'est ça qu'elle a dit. Votre témoin? Monsieur Chapdelaine, quel jour que c'était ça que votre frère a ainsi fait une déclaration? C'était le jeudi. Le jeudi ou le vendredi avant sa mort. Le jeudi ou le vendredi, vous ne savez pas quel jour? Je sais pas juste quel des deux, là. Vous ne vous souvenez pas quelle journée des deux? Monsieur Chapdelaine, n'est-il pas vrai que votre frère délirait quand il a prononcé ces paroles-là, qu'il n'avait pas connaissance de ce qu'il faisait? Il y en a qui ont dit qu'il délirait, mais moi, je dis qu'il avait toute sa connaissance parce qu'il m'a toujours reconnu. N'est-il pas vrai que devant vous, votre frère disait qu'il ne voulait pas que sa femme s'en aille, qu'il disait constamment « Reste avec moi, je veux pas que tu t'en ailles ». Non. En tout cas, pas devant moi. Au sujet de sa maladie, est-ce que votre frère n'a pas dit qu'il avait préparé une soupe lui-même et que c'est ça qui l'avait rendu malade? Vous pouvez me regarder. Il a dit qu'il avait ouvert lui-même une canne de soupe la veille, que sa femme et sa fille en avaient mangé, puis qu'il n'avait pas été malade. Le lendemain, il s'est servi le reste de la canne de soupe. Il était le seul à en manger, c'est là qu'il était malade. Monsieur Chapdelaine, n'est-il pas vrai que vous avez demeuré chez votre défunt frère à Shawinigan Falls avec votre famille? Oui. N'est-il pas vrai qu'après plusieurs mois que vous demeuriez là, que vous avez chicané la femme de votre frère et que votre frère vous a mis à la porte? Mon frère m'a jamais mis à la porte. N'est-il pas vrai qu'avant de sortir, vous avez dit à l'accusé « Tu vas me payer ça, toi, c'est de ta faute ». C'est pas vrai. N'avez-vous pas dit devant un nommé Dulac? Là, Chris, j'ai ma chance. Je vais la faire soigner. Les avez-vous dites, ces paroles? Oui ou non? Je m'en rappelle pas. Vous ne vous en rappelez pas? Jurez-vous que vous n'avez pas dit ces paroles-là? Là, Chris, j'ai ma chance, je vais la faire soigner?
Je vous dis que je me rappelle pas si je l'ai dit ou si je l'ai pas dit. La couronne appelle Gédéon Bernard. Gédéon Bernard! Vous n'avez pas le droit d'assister avant d'avoir témoigné. Je sais, on m'a dit déjà. Mes enfants sont innocents. Mes enfants n'ont jamais tué personne. Ce sont de beaux enfants. Quel est votre nom? Je l'ai dit tout à l'heure. Voulez-vous répéter? Gédéon, j'ai dit. Où demeurez-vous? Essayez de répondre, Monsieur Bernard. Vous refusez de répondre? Oui. Quel âge avez-vous? Je demanderai à la Cour d'ordonner aux témoins de répondre. Vous devez répondre à ces questions. Monsieur Bernard, vous êtes bien le frère de Béatrice Chapdelaine, l'accusée. Je demande à la Cour de constater l'attitude du témoin. Et je vais poser les questions que je désire. Monsieur Bernard, n'est-il pas vrai qu'au jour de l'an 1932, votre sœur s'est mise après vous dans le but d'obtenir du poison? N'est-il pas vrai que le 6 mars, vous êtes allé à l'écurie chercher de l'arsenic qu'il y avait dans une bouteille, que vous aviez acheté du docteur Lemieux, et que vous l'avez apporté à votre sœur? Vous refusez de répondre. Oui. N'est-il pas vrai que quand Luigi Chapdelaine a commencé à être malade d'une indigestion, votre sœur vous a déclaré qu'elle lui avait donné du poison la veille? N'est-il pas vrai que vous avez déclaré tous ces faits que je vous dis là? Qu'ils sont écrits. Et que vous les avez même assermentés? Objection, Votre Honneur. Toute cette question de la légalité des aveux n'a pas été débattue et ne peut y être fait référence. N'est-il pas vrai que votre sœur a essayé tous les moyens, qu'elle a même eu des rapports charnels avec vous, dans le but d'obtenir du poison? Et qu'au lieu de vous donner votre 100 piastres, c'est tout ce qu'elle vous a laissé comme cadeau? N'est-ce pas vrai tout ça, Monsieur Bernard? Madame Bernard, le lendemain de la mort de Luigi Chapdelaine, vous avez reçu la visite de l'accusée. Voulez-vous nous dire ce qu'elle a dit? Après avoir entendu à l'hôpital Luigi qui disait « Tu m'as empoisonné », puis avec toutes les rumeurs qui couraient, je lui ai demandé direct. Je lui ai demandé « Lui en as-tu donné? » Puis elle m'a répondu « Oui, je lui en ai donné. » Oui, je lui en ai donné. Et après? Là, elle a vu que j'avais la bouche grande ouverte de surprise. Elle m'a dit « T'as pas besoin d'avoir peur. Je déclarerai jamais Gédéon. » Là, au meilleur de votre mémoire, c'est le mot à mot des paroles de Béatrice Chapdelaine que vous répétez là? Oui, monsieur. Votre témoin. Quand votre mari était détenu à Montréal, après son arrestation, vous avez eu la visite du détective Jargail? Au moins 4 fois. Le policier qui a instruit cette affaire et qui assiste silencieux au procès de la veuve, c'est le plus célèbre détective de l'époque, Louis Jargail. Il est arrivé chez moi avec la déclaration de Gédéon. Il m'en a lu un petit bout, puis il m'a dit à présent, dites comme lui, parce qu'autrement c'est du parjure, puis ça le remplit. Tout ce que vous serez capable de dire contre Béatrice, dites-le. C'est pas Gédéon qu'on veut, c'est Béatrice. Vous étiez enceinte à ce moment-là, de 8 mois. Vous a-t-il dit ce qui se passerait si vous refusiez? Il m'a dit que j'aurais mon petit en prison. Vous étiez mieux de dire comme il voulait? Oui, monsieur. La déclaration que vous avez faite tantôt au jury, est-elle vraie? Oui, elle est vraie.
Quand M. Jargaille m'a dit « Dites tout ce que vous pouvez contre Béatrice », je me suis rappelé cette chose-là. Et je lui ai dit... Bon, laissez M. Jargaille de côté et dites au jury, sous votre serment, la déclaration qu'elle a donné du poison à son mari. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Et ici, vous parlez librement. Personne ne vous force. Non, monsieur. Bon, parfait. Maintenant, les Bernard, frères et sœurs, et la mère de l'accusé sont allés chez vous au sujet du témoignage que vous deviez rendre. Oui, à tous les jours. Qu'est-ce qu'il vous disait? Je voudrais bien m'appeler Marianne. Moi, je saurais quoi dire quand on me poserait des questions au procès. Et finalement, vous leur avez fait envoyer une lettre d'avocat pour qu'ils vous laissent tranquille. J'ai été obligée. La couronne a terminé sa preuve, votre seigneurie. La défense appelle Béatrice Chapdelaine. Faire témoigner l'accusé, un choix qui revient à l'avocat de la défense et à sa cliente, peut toujours s'avérer dangereux. Mais la preuve de la couronne est solide dans ce cas-ci. D'autant plus que les aveux qu'ont fait Béatrice et Gédéon à la police viennent d'être admis en preuve. Votre nom? La veuve Chapdelaine saura-t-elle par son témoignage ébranler les jurés et créer dans leur esprit un doute raisonnable? Madame Chapdelaine, on a fait état de la maladie de votre mari du temps qu'il a passé à l'hôpital. Est-ce qu'il était malade depuis longtemps? Oui. Il est passé par plus de médecins que je peux compter. Il avait une mauvaise gorge. Les médecins voulaient l'opérer, mais il avait peur. Il voulait se soigner lui-même. Le docteur Bégin, je crois, lui a donné une seringue comme une poire. Il s'envoyait ça dans la gorge à tour de bras. Et ces maux de gorge, ça a duré jusqu'à sa mort? Oui. Élie Chapdelaine, votre beau-frère, était-il au courant que son frère était malade? Ben oui. Il est resté chez nous 2 mois quand on vivait à Shawinigan. Chez vous? Seul ou avec sa famille? Avec sa famille. Sa femme et ses 6 enfants. Avez-vous eu des difficultés avec lui au sujet de sa famille? Autrement dit, après 2 mois, pourquoi est-il reparti? La chicane a pris avec mon mari au sujet d'une paire de claques à un des enfants. Mon mari trouvait que j'étais trop patiente. Là, Élie lui a dit, « Ta femme, tu sais, il n'y a personne de la famille qui s'accorde avec. » Là, Ludger, il a dit de prendre la porte. C'est quoi la dernière chose qu'il vous a dite? Toi, tu me paieras ça un jour ou l'autre. Toi, tu me paieras ça un jour ou l'autre. Revenons à votre mari. Il n'était pas seulement malade de la gorge. A-t-il eu d'autres maladies? Oui, mais c'est pas des maladies qu'on parle. Vous êtes sous serment, Madame Chapdelaine. On a besoin de savoir. Est-ce que votre mari ne souffrait pas d'une maladie vénérienne? Cette maladie, Madame Chapdelaine, c'était la syphilis? Vous vous en êtes rendu compte? Comment? Au lavage. Ses combinaisons étaient pleines d'écoulements. Et physiquement et mentalement, est-ce que ça l'affectait? Il a perdu à peu près 30 livres pendant l'été. Il prenait jusqu'à une boîte d'aspirine par jour et des pilules de permanganate de potassium. Lui avez-vous vu prendre d'autres choses que des aspirines? N'a-t-il pas essayé de s'empoisonner en buvant de l'eau de Javel? Il disait qu'il voulait mourir. Que ça le faisait trop souffrir. Et à votre connaissance, est-ce qu'il a fait d'autres tentatives? Une fois, chez ma mère, il a voulu avaler toutes ces pilules de permanganate d'un coup. C'est mon frère Eugène qui a fait cracher. Maintenant, Madame Chapdelaine, voulez-vous nous conter comment ça se passait avec le détective Jargaille dans son bureau? Il me faisait asseoir devant lui sur une chaise droite, puis il s'assoyait devant moi en ouvrant ses grosses jambes. Je me retrouvais assise entre ses grosses jambes. C'était encore plus proche qu'on est là? On était nez à nez. Comme ça? Nez à nez.
Qu'est-ce qu'il disait? Il me disait... Madame Chapdelaine, vous avez un petit cœur et moi aussi, j'en ai un. Vous avez une âme et moi aussi. Vous êtes faite de chair et de sang et moi aussi. Ça me fait de la peine de vous voir ici. Je vais absolument vous aider. Dites comme moi, je vais vous aider. Il faut absolument que vous disiez comme moi pour que je puisse vous aider. Oubliez que je suis un homme de police. Je sais que votre mari, c'est un adultère. Quand bien même que vous me diriez que vous l'avez tué ou que vous l'avez empoisonné, c'est entre nous ce que vous allez me dire. Je le dirai jamais à personne. Si jamais je le dis, vous pourrez dire que j'ai menti. Et je pourrai rien faire. Et ça a duré combien de temps? 7 jours durant. 5 ou 6 heures par jour. Lui avez-vous admis que vous aviez donné du poison à votre mari? Il a tout essayé pour que je lui dise, mais j'ai jamais dit ça. Jamais. Maintenant, Madame Chapdelaine, on arrive au cœur de l'affaire. Votre mari, malade à l'hôpital, qui vous fait des reproches. Les seuls reproches qu'il me faisait, c'était que j'étais partie trop longtemps quand j'allais manger en bas. Ça sort d'où, ces rumeurs, selon vous? Demandez à Élie Chapdelaine qui arrêtait pas de le harceler. Mon mari me contait tout. Élie lui disait... C'est Béatrice qui t'a rendu malade. Elle t'a donné cette soupe-là pour te faire mourir. Là, Ludger, il sacrait après lui. Était-il conscient, Madame Chapdelaine? Des moments, il parlait bien. Des grands moments, il était pas tout à lui. Avez-vous tué votre mari, Madame Chapdelaine? Non, je l'ai pas tué. Vous avez touché une assurance vie lors du décès de votre mari, n'est-ce pas, Madame Chapdelaine? Oui. 2000 $. Oui. Une jolie petite somme. Maintenant, dites-moi, vous avez eu un enfant de votre mariage? Non. Pourtant... J'ai une petite fille, mais je suis pas sa mère. Votre mari le savait-il? Eh bien, répondez, Madame Chapdelaine. Non. Vous lui avez fait accroire que l'enfant était de vous et de lui, n'est-ce pas? Je l'ai faite pour le rendre heureux. Il voulait avoir un enfant, j'étais pas capable d'en avoir. C'est sur le conseil du prêtre que j'en ai adopté un. J'ai fait semblant d'être enceinte. Il était tellement heureux que j'ai continué. Vous êtes parti en faisant semblant d'être malade et vous êtes revenu 10 jours plus tard avec un bébé. Oui. Vous avez le tour de faire semblant, vous? Et votre mari s'en est pas aperçu du tout? Non. Votre médecin nous a dit que quand vous et votre mari, vous vous êtes fait examiner pour les maladies vénériennes, votre mari était au premier stade de la maladie, alors que vous, vous étiez au stade plus avancé. Ça veut dire quoi, tout ça, selon vous? Est-ce que vous y avez caché ça aussi, que vous aviez déjà la syphilis? Ce que les médecins disent, faut en prendre et en laisser. Ce que j'avais, c'est pas arrivé du ciel. Pourtant, vous dites que votre mari avait encore la syphilis quand il est décédé. Alors que les examens, eux, étaient négatifs. Tout ce que je sais, c'est que ça continuait de couler. Mais vous deviez être, pardonnez-moi l'expression, mais là, en beau fusil contre lui de vous avoir passé ça. Ou vice-versa. C'est lui qui vous reprochait ça. Est-ce que c'est ça qui vous a donné l'idée de l'empoisonner? J'ai jamais essayé de l'empoisonner, j'y ai même pas pensé. Vous avez jamais demandé à votre frère Gédéon de vous procurer du poison pour en donner à votre mari? Jamais. Le jour de l'an 1932, vous avez pas mis du caustique dans son whisky? Il buvait juste de l'eau. Ça, Madame Chapdelaine,
c'est votre signature. C'est bien le papier que vous aviez signé. C'est ma signature, mais il y avait juste le haut d'écrit quand j'ai signé. Mais voyons donc, Madame Chapdelaine, il faut pas nous prendre pour des enfants d'école. N'est-il pas plutôt vrai de dire que vous saviez parfaitement ce qu'il y avait d'écrit et que c'est seulement à la fin que vous avez décidé de tout nier? Non, c'est pas vrai. Il arrêtait pas de me harceler depuis une semaine à longueur de journée. Ça faisait une semaine qu'il me gardait en prison. Puis moi, j'étais encore sous le choc de la mort de Ludger. Puis je voulais rentrer chez moi, revoir ma petite fille. Il me disait que si je signais pas, je pourrais pas rentrer. Monsieur Jagaille, il tenait le papier comme vous le faites en ce moment, il n'y avait pas moyen de rien lire. Il arrêtait pas de me dire « Dépêchez-vous, dépêchez-vous, il attend après vous ». Alors j'ai signé. Vous, on vous présente un papier en blanc et vous le signez. Il m'avait dit que si Gédéon s'en allait, c'est parce qu'il avait signé son papier que je pouvais pas partir sans signer. Une femme intelligente comme vous, tomber dans ce panneau-là. Tu signes pas, tu sors pas. J'aurais voulu vous voir. Comment vous vous battez contre la rumeur? Plus vous vous défendez, plus vous jetez de l'huile sur le feu. Comment vous vous défendriez, vous? C'est une question, votre honneur. Le jury malade sera transporté à l'hôpital. Une fois qu'il est prononcé hors de danger par les médecins, le juge White décide d'y transporter la cour également. C'est donc à quelques pas de la chambre où son mari, Ludger Chapdelaine, a expiré, que la veuve Chapdelaine recevra le verdict de ses pairs. Nous trouvons l'accusée, Béatrice Chapdelaine, coupable. Madame Chapdelaine, avez-vous quelque chose à déclarer avant que la sentence soit prononcée? Votre Seigneurie, il s'est dit des choses terribles contre moi. Et je tiens à déclarer qu'elles sont pas vraies. Je n'ai jamais empoisonné mon mari. Jamais. 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 L'ordre de la Cour est que vous soyez détenu dans la prison commune du district jusqu'au 17 mars, alors que vous serez pendu par le cou jusqu'à ce que mort s'ensuive. Que Dieu vous soit miséricordieux. Nous sommes 2 ans plus tard. La Cour d'appel a décidé que la police a forcé les aveux de la veuve et qu'ils n'auraient pas dû être admis en preuve. Gédéon? 5 ans de prison? Il a braillé pendant tout son procès. Gédéon Bernard a été traduit pour complicité, maître Rivard ayant assuré sa défense. Monsieur Bernard, lorsque vous avez comparu au premier procès, vous avez refusé de parler. Oui, mais pas maintenant. Voulez-vous dire à la Cour pourquoi vous avez refusé de parler au premier procès, Monsieur Bernard? C'est M. Rivard qui me disait de pas parler. Il calculait que c'était pour me donner plus de chances pour me sauver. Et qu'est-ce qu'il disait qui arriverait si vous parliez? Il disait... Si vous parlez, vous allez être pendus tous les deux ensemble. Moi et puis ma sœur. Et maintenant, vous êtes prêt à parler? Envoyez vos questions. Au printemps 1932, vous avez eu l'occasion de voir votre sœur, Béatrice Chapdelaine. Voulez-vous nous dire ce qu'elle a dit au sujet de son mari? Elle est arrivée chez nous le samedi. Elle m'a fait passer dans une chambre et elle m'a demandé si j'avais du poison pour empoisonner son mari. Elle voulait avoir du poison pour en donner à son mari? Oui. Elle voulait s'en débarrasser. Avez-vous eu l'occasion de parler avec elle? Oui, j'ai parlé avec elle.
Et j'ai eu des relations avec elle, une fois. Si c'est ça que vous voulez savoir, je vais vous le dire. Pourquoi avez-vous eu ces rapports-là avec elle? Lequel des deux voulait avoir ces rapports-là? C'était elle, pas moi. C'était rien que dans le but à force de me travailler pour avoir ce maudit poison, j'ai fait la bêtise de lui en fournir. Aujourd'hui, je suis au pénitencier pour 5 ans, à cause d'elle. Plus de questions, votre témoin. Monsieur Bernard, vous prétendez que votre sœur vous a parlé pour lui procurer du poison. Elle ne nous a pas demandé aucune sorte en particulier, mais vous avez dit que vous en aviez. J'ai dit que c'était pas dur d'en avoir. Si j'avais pas eu le malheur de répondre ça, elle n'aurait pas toujours été après moi pour me faire mourir. Elle vous en a demandé et vous avez dit que vous en aviez. Regardez-moi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Vous m'avez pas écrit une seule fois seulement. Regardez-moi. C'est à moi qu'il faut répondre maintenant. Vous n'étiez pas obligé de lui en donner. Pourquoi elle en a eu? Parce qu'elle avait fait des indécences avec vous? Quand une personne se fait assez de travailler par ses pompées, elle vient assez excitée que ça prend pas de temps. Elle m'a caquiné, puis elle me caquinait encore. J'en ai fourni. Ça fait 1 an que je suis en prison pour elle. Monsieur Bernard, après la mort de votre beau-frère, vous avez été arrêté par le détective Jargaille. Il vous a amené à Montréal. Ce que vous avez dit à Montréal, vous l'avez dit sous serment? Quand un homme est sur les nerfs... Voulez-vous laisser vos nerfs de côté? Pensez pas que vous l'êtes, vous, ces nerfs, de temps en temps. Vous n'êtes pas venu ici pour faire de l'esprit. On a l'esprit qu'on a. Le témoin a parfaitement le droit de dire qu'il était sur les nerfs. Vous avez eu des promesses pour venir parler? Personne ne m'a jamais promis rien. Jurez-vous que votre sœur vous a dit qu'elle avait pris le poison et qu'elle avait mis ça dans sa soupe? Je l'ai pas vu en donner. C'est elle qui me l'a dit. Elle m'a dit de l'avoir mis dans son eau, puis comme ça fondait pas, elle l'a donné dans sa soupe. Votre femme était-elle au courant de ce que vous aviez tramé avec l'accusé? Non. Eh bien, si elle avait su, ça aurait été une bonne raison pour ne pas parler au premier procès. Elle aurait été complice. C'est vous qui me disiez que c'était mieux de pas parler. Et vous persistez à jurer à ce moment-ci que votre femme ne savait rien. J'ai juste mis ma femme au courant de l'affaire après la mort de Luigi. Si elle l'avait ça avant, elle est assez fine que je ne serais pas tombé dans le piège. Et depuis que vous êtes au pénitencier, votre femme est-elle venue vous voir? Oui. N'est-il pas vrai que votre femme a été vous voir continuellement au pénitencier? À chaque mois, il vous a dit « La seule façon de t'en sortir, c'est de caler Béatrice. » C'est moi, premièrement, qui a décidé, qui a pensé à parler. Je vous ai pas demandé ça. Pourquoi vous sautez dessus? Comme ça, vous avez parlé du procès. On en a parlé un peu. Et votre femme ne vous a pas dit quoi dire? Elle m'a dit, c'est ton affaire. Et vous jurez ça? Oui. Aujourd'hui, je me libère la conscience. Je me libère pas du pénitencier, mais je claire tout ce que j'ai sur la conscience. Luigi m'a dit, je suis empoisonné, puis c'est elle qui m'a empoisonné. Puis fais-y avouer tout de suite, sinon elle avouera pas. J'ai dit, Luigi, tu mourras pas. Là, il m'a dit, je suis certain que je vais mourir. À ce moment-là, est-ce que la victime vous paraissait délirée? Non, d'après moi, il avait toute sa tête. Béatrice Chapdelaine prenait-elle bien soin de son mari à l'hôpital? Elle avait de l'air. Elle était bien prévenante? Oui. Tellement que la sœur, il a dit d'ôter de ses mains dessus, elle s'en occupait trop. Monsieur Chapdelaine, vous venez de dire que votre frère vous a dit qu'il savait qu'il allait mourir. Vous dites ça pour la première fois? Peut-être, mais c'est parce que vous ne me l'avez pas demandé avant. Oui, mais c'est la 4e fois que vous comparaissez par rapport à cette cause. Maintenant, vous savez que ça a été débattu. S'il savait qu'il allait mourir ou pas, vous dites ça pour la première fois. Je sais pas si je le dis pour la première fois, mais Luigi m'a dit qu'il savait qu'elle allait mourir. Au moment où il a dit ça, est-ce qu'il était strappé à son lit? Oui. Êtes-vous conscient qu'il faisait 105,5 de fièvre à ce moment-là? Ça, je sais pas. C'est lui ou sa femme qui a préparé la fameuse soupe aux tomates? C'est elle. Pourtant, vous avez déclaré lors du premier procès,
Il a dit qu'il avait ouvert une canne lui-même la veille et s'était fait une soupe, que sa femme et sa petite fille en avaient mangé. Il n'avait pas été malade, ni l'une ni l'autre. Le lendemain, avec le reste de la canne, il a fait une soupe et c'est là qu'il a été malade. C'est bien lui qui a préparé la soupe, pas elle. Non, non, c'est elle qui a préparé la soupe. Pas lui, mais elle. C'est elle. Ça a été mal marqué. Une erreur de sténographe. Plus de questions. La couronne a terminé sa preuve, Votre Seigneurie. Docteur Rabinovitch, vous êtes professeur en toxicologie et pathologie à l'Université McGill et vous agissez aussi comme biochimiste consultant à l'Hôpital général de Montréal. Oui. Docteur, est-ce que vous vous êtes, au cours de vos travaux, particulièrement intéressé à l'arsenic? Je prépare un livre sur l'empoisonnement par l'arsenic et j'ai publié une centaine de bulletins médicaux sur la question. Maintenant, docteur, en tant que spécialiste, pouvez-vous nous dire s'il est difficile pour un expert en toxicologie de détecter la présence d'arsenic dans un corps humain? Non. Dans tous les cas d'empoisonnement, chronique ou aigu, les organes d'élimination sont endommagés par l'arsenic. Et comment l'arsenic peut-il être éliminé par un corps humain? Par les reins, l'estomac, la peau et les cheveux. Une fois dans les cheveux, les traces peuvent durer des années. Et si les reins étaient malades, l'élimination de l'arsenic aurait été encore plus lente. Eh bien, selon le rapport du médecin légiste, la victime avait des problèmes de reins. Comme on n'a pas trouvé de traces d'arsenic, la victime aurait-elle pu être empoisonnée par autre chose que l'arsenic? Oui, par la ptomaïne, par exemple. Ah? Qu'est-ce que la ptomaïne au juste? C'est une substance toxique qui provient de la décomposition des matières organiques. Est-ce qu'un empoisonnement à la ptomaïne peut arriver en mangeant des conserves? Justement, c'est la source principale de l'empoisonnement à la ptomaïne. Notez bien que la ptomaïne produit les mêmes symptômes que l'arsenic. C'est une erreur commune. Est-ce qu'on n'aura pas trouvé des traces de ptomaïne à l'autopsie? Mais non. La ptomaïne est très volatile et ces traces auraient eu le temps de disparaître avant l'autopsie. Contrairement à l'arsenic... Contrairement à l'arsenic, qui laisse toujours des traces. En somme, docteur, si on ne trouve pas de traces d'arsenic, on ne peut pas affirmer que la mort est due à l'arsenic. Exact. En conclusion, docteur, il n'est pas mort d'un empoisonnement à l'arsenic. Non, monsieur. C'est une certitude médicale. Merci, docteur. Docteur, dans le cas d'une dose massive, cette dose peut être éliminée en quelques jours, dépendant de la capacité de la victime. Oui, si les reins sont en bonne condition. Alors, s'il est possible, comme vous le dites, que l'arsenic ait pu avoir été éliminé, cela pourrait expliquer qu'on n'en ait trouvé aucune trace lors de l'autopsie. Dans ce cas, la victime ne serait pas morte. C'est un simple évanouissement. Pourquoi cet évanouissement? Le témoignage de Rabinovitch semblait pourtant la disculper. Ce n'est pas le seul mystère ni la dernière surprise que nous réserve cette ténébreuse affaire. La veuve Chapdelaine est déclarée coupable et de nouveau condamnée à la potence. Maître Antoine Rivard ne se tient pas pour battu. La Cour d'appel, cette fois-ci, confirme le verdict. Mais la Cour suprême, elle, ordonne un troisième procès. Nous voilà donc en 1936, au beau milieu du troisième procès de la veuve Chapdelaine, qui croupit en prison depuis presque 4 ans. Vous savez, il faut être humble dans notre profession. Le docteur Rabinovitch a peut-être des certitudes absolues, mais une certitude absolue, ça n'existe pas. Je m'occupe de tous les cas d'empoisonnement dans la province de Québec depuis 11 ans, et je n'ai jamais rencontré un cas d'empoisonnement par la ptomaïne. Et dans ce cas-ci, c'est impossible. Et pourquoi donc, docteur Fontaine? Ptoma veut dire cadavre, substance animale. Or, la victime n'a pas mangé de viande, mais une soupe aux tomates. Votre témoin. Docteur Fontaine,
Pouvez-vous jurer qu'il n'y avait aucun produit animal tomaïque dans cette soupe? Non, évidemment. Plus de questions. Ah oui. Vu le témoignage antérieur de Mme Bernard, mère, à l'effet que la glacière faisait défaut, êtes-vous toujours aussi certain que Ludger Chapdelaine n'est pas mort d'un empoisonnement alimentaire? En médecine, les certitudes ne sont jamais absolues. Je vous remercie, docteur. Je suis navré de contredire mon éminent collègue, mais un empoisonnement par des aliments impropres à la consommation peut justement présenter des analogies à un empoisonnement à l'arsenic. Or, je vous répète, pas de traces, pas de poison. Monsieur Bernard, on se retrouve. Toujours aussi parlant? Monsieur Bernard, vous venez d'affirmer que vous avez fourni du poison à votre sœur. Vous le maintenez? Pardon? Je vous entends pas. Est-ce que c'est sous la pression de votre femme que vous avez dit ça? Le témoin doit répondre sous peine d'outrage au tribunal. Fatiguez-vous pas, votre honneur. Il est toujours comme ça. Mais il écrit, par exemple. Reconnaissez-vous votre écriture, Monsieur Bernard? Voici une lettre de Gédéon Bernard, adressée à Antoine Rivard, moi-même, en date du 25 janvier 1934, après le procès de Béatrice Chapdelaine, votre sœur. Une lettre assermentée au pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul, que je vais maintenant vous lire, Monsieur Bernard, pour rafraîchir votre mémoire. C'est moi qui vous écris pour vous dire que le témoignage que j'ai rendu contre ma sœur Béatrice est faux. Le 6 mars au soir, Béatrice ne m'a jamais demandé de poison. C'est un homme de cour qui m'a dit de dire que j'avais donné du poison à Béatrice. Est-elle née, cette cause, messieurs? Dans le cœur de qui? Un village de campagne, longue agonie. Un homme qui délire, qui accuse sa femme de l'avoir empoisonné. Qu'est-ce qu'il a dit, cet homme? Nous le voyons tous se tordre sur son lit et crier sa douleur. On dit que sa femme rit. Une rumeur qui grandit. La police s'en mêle, les experts. Quand il disait « Tu m'as empoisonné », disait-il « C'est à cause de toi que tout ça m'arrive. Tu m'as empoisonné la vie, je meurs de t'avoir aimé. » On entend ce genre de phrases dans les feuilletons. Mais la couronne, elle, doit prouver, hors de tout doute raisonnable, que Béatrice Chapdelaine a bel et bien empoisonné son mari. Or, malgré l'état avancé de notre science médicale, malgré le fait qu'on a trouvé de l'arsenic dans les cheveux de Napoléon un siècle après sa mort, on n'arrive pas à trouver la moindre trace d'arsenic dans ce cas-ci. Alors comment une femme sans connaissance médicale aurait-elle pu administrer un poison que personne ne peut découvrir? Béatrice Chapdelaine n'est coupable que d'une seule chose: d'être malchanceuse. Voilà 4 ans qu'elle attend derrière les barreaux. 4 ans dans le silence de son cœur. Messieurs les jurés, je ne serai pas aussi prolixe que mon confrère. Non, pour moi, cette cause est simple. Ludger Chapdelaine continue à nous dire, d'outre-tombe, « Tu m'as empoisonné. Tu m'as empoisonné. » Ce n'est pas un feuilleton à un sou, oh non, c'est la vraie vie. Un homme agonise, accuse sa femme.
quelqu'un l'entend. Nous voilà donc au bout du chemin qu'il nous a tracé. Madame Chapdelaine attend sa délivrance. Peut-être le fantôme de Ludger Chapdelaine attend-il la sienne. Accusé, levez-vous. Messieurs les jurés, quel est votre verdict? Non coupable. Et voilà, le crime parfait, si crime il y a eu. Car il n'y a aucun moyen de savoir si Ludger Chapdelaine a été empoisonné ou s'il est mort de cause naturelle. Personne ne connaîtra donc probablement jamais le fond de cette affaire décrite par le détective Jacques Gaille comme une des causes les plus ténébreuses qui lui ait jamais été confiée. Un vrai roman policier de campagne avec ses guerres de clans et ses secrets de famille. Le pauvre Gédéon, lui, reste en prison. Il lui faudrait aussi longtemps pour aller en appel que pour finir de purger sa peine. Mardi prochain à 20h, les grands procès présentent l'affaire Boudry. Demeurez des nôtres, le match de la vie suit dans un moment. J'aurai cette année 2 experts invités pour reparler de la cause. Il s'agira des animateurs de CKAC, Jean Cournoyer et Jean Lapierre, qui seront accompagnés d'un ou d'une vedette du procès de la veille. Une autre différence, nous verrons chaque semaine 2 étudiants en droit s'affronter dans un concours de plaidoirie. Et puis, comme l'an dernier, nous entendrons aussi votre verdict. Je vous rappelle à ce propos la question que nous vous avons posée depuis hier soir. La veuve Chapdelaine était-elle coupable ou non coupable? Nous connaîtrons votre verdict en fin d'émission. Je vous reviens tout de suite après cette pause. Ou si c'était vraiment de l'arsenic. Alors, après les débats, j'ai l'impression qu'elle était non coupable. Je la mettrais coupable, je pense. D'après moi, elle est coupable. Juste la manière qu'elle répondait aux questions, qu'elle agissait, d'après moi, elle serait coupable. Je suis pas convaincu qu'elle a empoisonné son mari, tout simplement. Je suis d'accord avec le deuxième médecin, le médecin qui a un nom étranger, qui vient préciser que s'il y avait eu de l'arsenic dans le sang, bien, elle aurait été retrouvée. Pour vous rafraîchir la mémoire, voici un court extrait du procès de la veuve Chapdelaine accusée du meurtre de son mari, meurtre préparé avec la complicité de son frère qu'elle aurait convaincu de l'assister en lui offrant ses faveurs. N'est-il pas vrai que vous avez déclaré tous ces faits que je vous dis là, qui sont écrits, et que vous les avez même assermentés? Objection, Votre Honneur. Toute cette question de la légalité des aveux n'a pas été débattue, il ne peut y être fait référence. N'est-il pas vrai que votre sœur a essayé tous les moyens, qu'elle a même eu des rapports charnels avec vous?
du poison. Et qu'au lieu de vous donner votre 100 piastres, c'est tout ce qu'elle vous a laissé comme cadeau. N'est-ce pas vrai, tout ça, Monsieur Bernard? Je reçois donc maintenant mes invités, Jean Cournoyer et Jean Lapierre de CKAC, la comédienne Annette Garand qui interprétait le rôle de la veuve Chapdelaine. Et tellement bien d'ailleurs. Bravo pour hier soir, Merci Annette. beaucoup. Merci. Comment vous l'avez vu ce rôle-là, vous? Oh, assez rapidement, en discutant d'ailleurs avec Mark Blanford, on a pris toutes les deux l'option de pas... Oui, le réalisateur, de pas essayer de savoir, de pas jouer le rôle du public, justement. Est-elle coupable à tout prix? Est-elle innocente? On essaie beaucoup plus de travailler l'intériorité du personnage, de se raconter une histoire. On a fait des choix, mais on ne voulait pas vendre la mèche. Vous devez bien avoir votre petite idée. Est-ce qu'elle était coupable ou pas? Moi, je dis qu'elle n'est pas coupable de ce dont on l'accuse. Là. C'est compliqué, ça. Ben oui, elle est coupable de quoi, non. alors? Ben, elle a pu faire bien des choses. Comme? Elle aurait, admettons, elle aurait pu l'empoisonner, Oui. mais par contre, il n'y a pas de trace d'arsenic. Donc, peut-être qu'elle n'en a pas donné assez, peut-être qu'il l'a éliminé parce que c'est quelque chose qu'elle a fait plus tôt, ou pour une raison ou pour une autre. Peut-être qu'elle a voulu l'aider à mourir. Peut-être que... Mais finalement, il n'y a pas de trace d'arsenic. Donc, il est mort des suites de sa maladie, probablement. Si elle avait essayé de l'empoisonner, il n'est pas mort de ça. Donc, même si elle avait essayé de l'empoisonner, le résultat fait qu'elle n'est pas coupable de ça, même si elle aurait pu... Oui, il y a beaucoup de si dans ça, là. Oui, mais c'est ça, mais la vie est comme ce ça. procès, par exemple, Jean Lapierre? Ben, moi, ce qui m'a frappé, c'est surtout de revoir la justice dans les années 30, dans un village, finalement, à Sherbrooke, à l'époque, où on voit que c'est un jeu entre les notables, ceux qui ont le pouvoir, et la pauvre justiciable et les témoins n'ont aucune idée du jeu qui se passe là. Et ils sont finalement des acteurs, c'est le cas de le dire, pour les avocats, pour le juge. Et quand je regarde, par exemple, le médecin qui arrive avec une suffisance et une arrogance de l'élite locale, que j'appelle. Et donc, finalement, cette justice-là, c'était une justice en club privé, où on décide d'avance, pratiquement, du sort de la pauvre innocente, dans le cas qui nous occupe. Il y a le rôle du détective aussi, qui est vraiment très particulier, à Jean. C'est celui-là qui m'a le plus frappé, moi, parce qu'il est à l'origine, finalement. Si Mme Chapdelaine n'est pas coupable, elle a été jugée coupable par le premier en question, c'est Jargail. Donc, Jargail, lui, j'ai l'impression très nette qu'à l'époque, c'était un être extraordinaire, il faisait partie de la police provinciale, et cet homme-là a décidé que cette dame-là, avec sa face puis toutes les circonstances, était coupable. Après ça, il reste juste à le prouver. Comment est-ce que tu fais pour le prouver? Première affaire, tu lui fais signer un document. Puis là, quelle sorte de pression qu'on a sur elle par rapport au document? Je ne sais pas. On ne le dit pas parce que le procès a duré. Il y a eu 3 procès dans cette histoire-là. La pression, on le sait. On était nez à nez, comme ça. C'était vraiment une façon particulière de poser des questions. 5 jours, 5-6 jours, jour après jour, on a interrogé. Donc, elle a fait, elle signe. Elle signe parce qu'elle veut s'en aller, parce qu'elle en a assez. On lui a dit, si tu veux partir, tu signes, puis bon, tu retournes chez toi, tu vas voir ta petite fille. C'est là qu'on comprend la nécessité aujourd'hui de revenir avec une charte des droits et tout ça, parce que des abus comme ça, il y a dû en avoir un peu partout dans le système, où les gros bras de la police arrivaient avec la méthode dure, parce que là, c'était vraiment la méthode dure. Et ce qui prouve que justement c'est ça qui s'est passé, c'est qu'il y a un autre procès. On a dit qu'effectivement, ses aveux avaient été soutirés. Le jour où elle devait être pendue, d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'elle a appris qu'elle pourrait avoir un deuxième procès. Elle a été vraiment sauvée par la cloche, c'est le cas de le dire. Et dans ce sens-là, quand on voit ça, on peut peut-être se reposer aussi des questions sur la peine de mort et sur la justice à l'époque, parce qu'au fond, elle aurait pu être jugée si elle avait été pendue, là. La justice, est-ce qu'elle aurait été bien servie? La justice est pareille aujourd'hui. Elle n'a pas changé d'un iota. Ah non, je pense qu'il y a... Lui, il a l'air de dire, Jean, qu'avec la Charte des droits, maintenant, les choses sont plus comme elles étaient. Essaye donc de traiter un témoin comme elle avait été traitée aujourd'hui. Tu aurais la commission de déontologie policière, tu aurais tout le monde sur le dos aujourd'hui. Il reste que aussi, je pense que, en tout cas, en général, j'ai l'impression que les gens sont un peu plus au courant de leurs droits. Aussi. Il y a assez de séries policières, il y a assez d'émissions qui fait que... Prends juste des procès dont vous avez entendu parler récemment. Vous voyez juste le procès d'un policier dans le bout de Saint-Jérôme, je pense, un policier de la Sûreté du Québec. On a décidé qu'il était coupable, on a été chercher 3 délateurs, on les fait témoigner comme 3 délateurs, puis à la fin, les 3 délateurs disent comment ça se fait, il n'est pas condamné. C'est sûr que la justice a été là, mais tout le processus lui-même,
Celui-là qui fait qu'un individu, une pauvre personne, est traîné devant la justice, ça part d'abord et avant tout d'un policier qui l'a arrêté puis qui a décidé de prouver ça. Après ça, le pauvre avocat de la Couronne, lui, il est obligé de prendre ce qu'on lui a apporté puis de travailler avec ça. Oui, mais Malgré ta charte. Mais en même temps, elle n'avait pas le bénéfice de son avocat et tout ça. C'est arrivé par la suite. Mais au début, là, quand la police a été chercher ses déclarations et tout ça, elle n'a pas pu se taire tout simplement et dire « j'attends mon avocat Ouais. » C'est pas de même, ça s'est passé. En attendant, elle a passé 4 ans en prison pour finalement être acquittée ultimement. Ça devait être quelque chose... Mais quand j'écoute Mme Garand qui dit qu'elle a encore un doute elle-même sur... J'ai pas dit que j'avais un doute. Ben oui, vous avez un doute. C'est la culpabilité de quelque chose. Ah non. Moi, je suis sûre que mon histoire se tient. Mais moi, ce que je trouve intéressant... la vôtre ou celle de Mme Chapdelaine? Quand on vous regardait en gros plan, c'est vrai, on pouvait avoir l'impression à certains moments qu'il y avait quelque chose de coupable. Mais je crois que dans cette famille-là, il y avait des mystères, il y avait une histoire. Puis elle s'arrange de façon très habile, puis je pense que son avocat l'encourage à ça, à ne pas tomber dans certains panneaux pour qu'on puisse élaborer des raisons qu'elle aurait eues de tuer son mari par rapport à l'inceste, par rapport à la syphilis. Mais il y avait des silences coupables. C'est pas ce que vous avez dit qui était dangereux pour vous. C'est ce que vous disiez. Mais c'est ça qui est intéressant, savez-vous? Moi, les commentaires que j'ai reçus, c'est qu'on m'a dit, selon les faits, les témoignages des spécialistes et tout ça, elle est non coupable. Mais dans ton jeu à toi, il y a quelque chose Elle avait de bizarre. des yeux de bon débarras, qu'elle se disait. C'est là-dessus qu'on va s'arrêter C'est et le on va revenir donc tout de suite après cette pause. Si, moi je dirais qu'elle serait coupable. D'après moi, oui, elle est coupable. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Moi, je dirais parce que toutes les preuves sont contre elle. Non coupable. Est-ce que vous pouvez me dire Ben, il y avait un manque de preuves suffisant pour dire qu'elle était coupable, mais on avait vraiment un doute sur sa culpabilité. Oui, elle était coupable. Parce qu'elle a été surprise elle-même là, que l'arsenic n'avait pas été découvert là, dans le corps de son mari. Alors, nous allons maintenant passer à notre concours de plaidoirie. Chaque semaine, vous allez voir s'affronter 2 étudiants qui représentent chacun une faculté de droit. Ces 2 étudiants vont reprendre l'affrontement du procès de la veille, jouant respectivement le rôle du procureur de la Couronne et celui de l'avocat de la défense. Les candidats ont été choisis par la faculté de droit qui le représente. Il s'agit donc de la crème de nos futurs avocats. Le grand gagnant de ce concours va gagner un prix. Je vais maintenant vous présenter le premier candidat. Il s'agit de Grégoire Cadieux de l'Université de Sherbrooke, procureur de la Couronne. Vous avez 2 minutes. Vous devez juger Béatrice Chapdelaine, accusée d'avoir empoisonné son mari. La première question à se poser, Ludger Chapdelaine est-il vraiment décédé des suites d'un empoisonnement à l'arsenic? Le docteur Fontaine en est sûr et certain. Le docteur Rabinovitch, lui, prétend que c'est un cas d'empoisonnement à la ptomaïne et que c'est une erreur commune que de confondre les deux. Une erreur tellement commune que le docteur Fontaine, en 11 ans de pratique médicale, après avoir enquêté sur tous les cas d'empoisonnement au Québec, n'a jamais rencontré un seul cas d'empoisonnement à la ptomaïne. Très commun, en effet. On prétend aussi que l'empoisonnement est dû au mauvais fonctionnement de la glacière des Chapdelaine. Mais voilà l'éminent docteur devenu expert en glacière. En fait, la seule expertise que l'on reconnaît au docteur Rabinovitch concerne l'arsenic. Et qu'est-ce qu'il en dit? Que l'arsenic détruit les organes du corps humain qui l'éliminent. Eh bien, ça confirme en tout point l'opinion du docteur Fontaine. Vu l'état de ses reins, Ludger Chapdelaine est bel et bien mort d'un empoisonnement à l'arsenic. Béatrice Chapdelaine s'était procurée de l'arsenic. Béatrice Chapdelaine a avoué aux membres de sa famille son crime. Même si personne n'a vu l'accusée administrer le poison à son mari, la preuve est quand même suffisante pour nous permettre de le conclure. Par exemple, au matin de la première neige, quand vous envoyez 6 pouces au sol et que c'était sec la veille, avez-vous vraiment besoin d'un témoin qui a vu tomber la neige pour vous convaincre, pour vous prouver qu'il a effectivement neigé cette nuit-là? Non. Vous avez tous les éléments nécessaires pour décider de la culpabilité de l'accusé. Peu importe les opinions ou les hypothèses de la défense, vous êtes les seuls juges de ces faits. Et si la preuve est suffisante, vous seuls pouvez rendre justice et déclarer Béatrice Chapdelaine coupable. Merci de votre attention. Maintenant, c'est au tour de l'avocat de la défense, Maryse Dubé, de l'Université Laval. Je vous rappelle, Maryse, que vous avez droit à 2 minutes seulement.
Pour réussir à faire condamner ma cliente, Béatrice Chapdelaine, la poursuite devait vous prouver, hors de tout doute raisonnable, 1. que Ludger Chapdelaine est mort d'un empoisonnement à l'arsenic, et 2. que c'est Mme Chapdelaine qui a commis le crime. Or, la poursuite n'a prouvé ni l'un ni l'autre. Je m'explique. Quels éléments restent-ils au terme de ces 3 procès pouvant conduire à la culpabilité de cette femme? La couronne a d'abord Élie Chapdelaine, un témoin rancunier qui se contredit quant à l'identité de la personne qui a préparé la fameuse soupe. Elle a ensuite Gédéon Bernard, un témoin qui s'effondre en avouant que ses accusations contre sa sœur étaient fausses. Bref, en termes de preuves, ces 2 témoignages ne valent plus rien. Il ne lui reste plus qu'un témoin qui fait des suppositions. En effet, le docteur Fontaine prétend que la mort de M. Chapdelaine résulte d'un empoisonnement à l'arsenic. Pourtant, il a admis lui-même n'en avoir retrouvé aucune trace lors de l'autopsie. Le docteur Rabinovitch, lui, par contre, un expert, a été très formel. L'arsenic laisse nécessairement des traces, il est très facile à déceler, et une personne atteinte de maladie au rein, comme M. Chapdelaine, n'aurait pas pu éliminer le poison. En somme, il reste peut-être des soupçons, mais en droit criminel, ni des soupçons, ni un mobile ne sont suffisants pour faire condamner quelqu'un. Et puis, les faits sont clairs. D'une part, la couronne n'a pas pu prouver qu'il s'agit d'un empoisonnement à l'arsenic, car personne n'en a trouvé trace. D'autre part, compte tenu des faits, l'empoisonnement alimentaire est maintenant la cause de mort la plus probable. Par conséquent, vous ne pouvez pas être convaincu, hors de tout doute raisonnable, que Mme Chapdelaine a empoisonné son mari à l'arsenic, car ce doute raisonnable, il a été établi. Vu la présomption d'innocence, qui est maintenant un droit constitutionnel, la justice exige que Mme Chapdelaine soit acquittée. Merci. Alors, merci à Grégoire Cadieux, merci à Maryse Dubé. Et je rappelle maintenant qu'un jury va déterminer lequel des 2 futurs avocats a le mieux défendu sa cause. Ce jury est composé de 3 éléments. Il y aura d'abord un panel d'experts du milieu des communications et du droit, parmi lesquels nos invités en studio. Leur vote représente 40 %. Il y a ensuite les collègues étudiants en droit de nos candidats, encore un autre 40 %. Puis il y a vous, le public, que nous invitons à rendre votre verdict en composant le numéro qui apparaît à l'écran. Alors vous, votre vote vaut 20 %. Pour les étudiants comme pour le public, nous prendrons les appels jusqu'à minuit ce soir. Et le soir de la dernière émission, nous révélerons le nom des candidats qui ont obtenu les meilleures notes et pour lesquels il y aura des prix. Alors, je me tourne maintenant vers mes invités, Jean Cournoyer, Jean Lapierre et Annette Garand, pour leur demander leur réaction. Annette, comment vous réagissez à ce que vous venez de voir? Je trouve ça très intéressant. Je trouve intéressant de voir la réaction des gens dans la rue aussi, beaucoup. Je me rends compte parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations en 1 heure. Il y a 3 procès, tout ça. Et de voir comment est-ce que les gens accrochaient sur des choses dont on parlait très peu des fois. Mais qui sont des points importants. Mais qui sont très importants. Oui, c'est vrai, ça. Alors, je me rends compte que les gens ont une très, très bonne écoute et que le doute persiste. Oui. Quand je regarde les 2 avocats, je trouve qu'ils transmettent bien, chacun dans leur plaidoyer, ce qu'on a pu voir, grosso modo, finalement, des gens de la rue. Les mêmes doutes persistent, les mêmes convictions persistent et tout ça. Alors, je trouve ça très habile. Mais on se penserait presque dans le procès de O.J. Simpson, parce que c'est les témoignages d'experts qui font le trouble, finalement, dans ça. On ne parle pas d'ADN, mais presque, finalement. Et je trouve le parallèle intéressant parce que les experts qui se contredisent, certains qui ont négligé certains faits, on ne sait pas trop comment ça a été fait, ces expertises-là. Et finalement, ça a été central dans la plaidoirie. Nos 2 étudiants en droit, d'ailleurs, comme avocat, je trouve que la relève est très bien assurée. Il y en a un qui amène la glacière, d'ailleurs, et quand on croit à l'innocence de la veuve Chapdelaine, la glacière a un rôle important. Parce que si la glacière ne fonctionnait pas, peut-être la boîte de soupe de tomates, effectivement, a été contaminée, et c'est comme ça que le pauvre gars, en s'en faisant une le lendemain, il a laissé sa peau. Jean, qu'en penses, toi? Moi, j'ai trouvé que l'avocat de la Couronne avait une tâche extrêmement pénible, surtout qu'il y a eu 3 procès. Donc, 3 différents jurys qui ont répondu à des sortes d'argumentations différentes. Même si c'était les mêmes avocats à peu près tout le temps, je pense que, je ne suis pas sûr que ça l'a été, là, mais il me semble que, d'après la trame, c'était les mêmes avocats. Et quand le premier procès a été annulé, qu'on a ordonné le second procès, on a été obligé de l'ordonner parce qu'une preuve avait été mal acquise ou acquise d'une façon incoercitive. En conséquence, celle-là venait de partir. Ça veut dire que l'avocat de la Couronne avait
au deuxième procès, de même qu'au troisième, une tâche beaucoup plus difficile que l'avocat de la défense qui n'avait qu'à jeter le doute. Et le simple fait, d'après ma petite expérience, de ce docteur qui vient dire ce qu'il a dit, jette un doute suffisant, hors de tout doute raisonnable. Oui, mais quand Rabinovitch dit à un moment donné, parce que l'avocat essaie de lui faire dire, écoutez, peut-être qu'il l'aurait éliminé si son système, fonctionnait bien et tout ça, il dit, oui, mais justement, s'il avait éliminé l'arsenic en question, vous n'auriez pas de mort. Donc, mort d'empoisonnement. Oui. Donc, pour moi, ça, c'est pas un doute, là. Ouais. Pour moi, ça, c'est évident. Le doute raisonnable, vous savez, c'est une chose importante. C'est que c'est hors de tout doute raisonnable qu'il est important de penser. C'est introduire un doute dans l'esprit des jurés qui sont là. Quand, d'abord, vous n'êtes pas comme celle qui était là. Il faut vous le dire tout de suite. Là, non, mais on regarde les deux photos, effectivement, il y a comme une différence. On a vu d'autres choses. Les gens qui ont regardé le procès à la télévision, ils n'ont pas vu ce qui s'est passé à Sherbrooke. C'est pas la même affaire. Trouves-tu, Jacques, qui se ressemble? Non, il n'y a rien comme ça. C'est pas mon avantage que vous dites là, parce que finalement, il reste que les gens me soupçonnent quand même en partie. Oui, mais sauf que ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est la faiblesse d'un jury, quel qu'il soit. La réalité, c'est que ça relève beaucoup plus de la psychologie que du droit réel. Et ça, on s'aperçoit parce que le jury a changé de fois en fois et j'ai l'impression que ça va beaucoup plus avoir avec la psychologie et l'atmosphère ambiante que le droit strict. Ça va être le mot de la fin. Je suis obligé de vous remercier là-dessus. Ça a passé très vite. Je vous remercie. C'était bien intéressant de vous avoir comme invité aujourd'hui. Nous vous revenons tout de suite après cette pause. Verdict que vous avez rendu à propos du procès d'hier. À la question, la veuve Chapdelaine était-elle coupable ou non coupable? Vous avez répondu coupable dans une proportion de 24 % et non coupable, donc, dans une proportion de 76 %. Selon le public de 1994, la veuve Chapdelaine était donc non coupable. La semaine prochaine, nous allons vous demander de juger de la culpabilité ou de l'innocence d'Henri Bertrand, accusé en 1926 du meurtre de l'homme d'affaires Antonio Baudry, une affaire qui avait beaucoup fait discuter à l'époque parce qu'elle impliquait des gens de la haute société montréalaise, une haute société qui était très pudique sur sa vie privée, mais dont beaucoup de petits secrets avaient été effleurés au cours de ce procès. Alors, voici un extrait de l'affaire Baudry. A lamentablement failli à ses obligations. Comme on le voit, s'il est difficile de prouver l'innocence de quelqu'un, il est encore plus difficile de prouver sa culpabilité. Lorsque vous serez seuls avec votre conscience, messieurs les jurés, demandez-vous où, quand, comment et surtout pourquoi on a tué Baudry. Je ne peux pas répondre à cette question. Merci. Bien voilà, c'est tout pour cette première émission d'À vous de juger. Je vous rappelle que vous avez encore jusqu'à minuit pour noter nos candidats avocats au numéro de téléphone qui apparaissent présentement à l'écran. Je vous donne rendez-vous mardi prochain 20h pour un deuxième grand procès et mercredi pour un nouveau À vous de juger. Au revoir. Adlib vous propose un spécial Cirque du Soleil. Rencontrez des jeunes qui ont des talents surprenants ce soir 22h.